Bienvenue dans Dilemme Business avec Thierry Vermeer, un talk show d'Inetum qui veut aller plus loin pour dépasser les frontières entre les clients, les employés et la technologie. Pour ce nouveau rendez-vous consacré aux écosystèmes, notre invité est donc Thierry Vermeer, Chief Community Officer chez OZ Consulting. Nous avons donc la chance d'accueillir un expert renommé dans le monde de la gouvernance IT, de l'e-santé et de la conduite du changement. Les dilemmes font partie de la vie. Quand le feu passe à l'orange, vous accélérez ou vous freinez. Mais le choix est-il toujours aussi simple ? Entrons ensemble dans la zone du dilemme et on retrouve notre invité Thierry Vermeer. Bonjour Thierry. Bonjour Akima. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Est-ce que vous êtes prêt pour votre premier dilemme ? Go for it. Allez, c'est parti. Vous avez le choix entre deux propositions. La première, partager des données avec vos partenaires pour mieux anticiper les besoins des clients, ou, deuxième proposition, rester propriétaire de vos données. Que choisissez-vous ? C'est un sujet crucial, le partage de données. Je pense d'abord il faut du bon sens. On ne partage pas ces données avec n'importe qui, n'importe comment. On a les exemples dans le domaine de Facebook ou autre, où finalement, quand on partage un peu trop les données, on a souvent un retour de bâton. Donc je pense qu'il faut d'abord du bon sens. Ensuite, il faut aller vers des systèmes qui soient des systèmes reconnus. Et ça, c'est probablement le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude de petites solutions qui vous arrivent par un ami, par une connaissance. Et donc je pense qu'il faut se renseigner sur le niveau de relation qu'on a avec cette entreprise ou avec ce produit. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est vérifier à qui vous allez consommer, à qui vous allez donner vos données. Le troisième élément, je pense, c'est vérifier ce qu'on en fait. Et donc, regardez les policiers, regardez les documents qu'on vous fait signer. Ne signez pas à l'aveugle, même si souvent c'est fastidieux. C'est important de lire ce qui est marqué en petit caractère pour éviter de se retrouver avec des informations qui sont essentielles mais mal partagées. Vous avez des exemples concrets ? Je fais de la course à pied, j'ai une montre connectée, je suis mes paramètres sportifs, mais je suis aussi mes paramètres de santé cardiaque, mes paramètres de sommeil. Et donc je suis aujourd'hui à même de produire des données de santé qui me regardent, mais que je vais pouvoir partager avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est difficilement possible. Et le monde de la santé, qui est un monde fermé, est en train de s'ouvrir, doucement, mais sûrement. Ce sont des valeurs ajoutées que chacun d'entre nous va pouvoir créer au sein d'un écosystème qui est appelé à se développer et à grandir dans les années à venir. Et on voit déjà des évolutions positives ? Alors on voit des évolutions positives, mais on a surtout un choc de culture et de mentalité entre un monde de l'hôpital qui est fermé sur lui-même, qui est centré sur ses pratiques, et puis des patients qui deviennent de plus en plus éduqués. Chacun d'entre nous a accès en googlant à des connaissances sur une maladie, sur une solution, sur une thérapie, voire même sur un hôpital. Et donc on sent que le monde évolue, mais c'est vraiment un choc culturel entre deux blocs qui vont devoir apprendre à vivre ensemble, à travailler différemment et à se faire confiance. C'est propre aux entreprises uniquement en Belgique ou c'est une tendance mondiale, européenne ? Alors c'est une vraie tendance internationale avec des comportements extrêmement différents. Pas mal de pays dans le monde sont habitués à partager des données sans trop se poser de questions. Ici en Europe et singulièrement en Belgique, avec la mise en place du RGPD, on a mis un cadre qui protège la vie privée et qui ne permet pas très simplement de partager des données. Et donc il y a tout un travail à la fois d'éducation et aussi de développement de ces solutions pour arriver à partager quelque chose dans le respect de cette vie privée qui est extrêmement importante. On a entendu votre point de vue. Néanmoins, quels sont les pièges dans les deux cas, dans celui de partager les données ou celui de les garder pour soi ? Alors quand on partage les données, on a le problème de l'éducation, le problème d'un certain plafond de verre. On parle de données de santé qui peuvent avoir un impact sur la vie, sur la mort, sur la bonne santé. Donc on est confronté à une information qui est à la fois personnelle mais extrêmement complexe à manipuler. Et donc cette maîtrise du contenu est essentielle. Quand on reste dans un monde propriétaire, on a mis des barrières, on a mis des murs, comme ça a été depuis toujours. Et donc on peut les protéger, on peut éviter l'évasion de ces données vers, par exemple, une société d'assurance qui serait intéressée de savoir si vous avez le cancer ou si vous avez un problème de santé majeur. Et donc on va évoluer de l'un vers l'autre, mais ça va prendre du temps. Et il faut que les barrières non pas ne tombent, mais qu'on appréhende les véritables problèmes pour pouvoir leur donner des solutions et rassurer les utilisateurs tous les jours. Alors le thème qu'on aborde, c'est le thème des écosystèmes. Est-ce que vous avez un exemple concret de partage de données qui favorise les écosystèmes, qui les avantage aussi ? Bien sûr. On est aujourd'hui dans un monde connecté. Un hôpital sans système d'information n'existe pas.
Mais par contre, un patient, un individu, a un trajet de consommation de soins de santé à travers un pays, à travers l'Europe, à travers le monde. On l'a d'ailleurs très bien vu avec le Covid, l'importance d'avoir une vue sanitaire au niveau international. À partir du moment où un patient passe dans un pays un peu compliqué comme la Belgique, d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre, il est nécessaire de pouvoir connaître son historique de santé pour pouvoir le traiter de manière adéquate. Et plus la santé va devenir personnalisée, plus il sera nécessaire d'accéder à travers, en Wallonie, au réseau de santé wallon, à Bruxelles, à Brumette. Donc on a comme ça des hubs d'échange d'informations qui permettent peu à peu d'agréger de l'information produite à un endroit différent de l'endroit où on consomme les soins. Et ça, c'est vraiment une clé de l'évolution. Et à quoi devez-vous faire attention lors du partage de données dans le cadre d'un écosystème ? Alors, c'est d'abord essentiel de donner son accord, d'avoir un lien thérapeutique entre un patient et un soignant, exactement comme on l'a quand on va chez son médecin généraliste ou à l'hôpital. On est dans un trajet qui est connu, sécurisé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un premier élément. Et puis un deuxième élément, il faut avoir un niveau de sécurité avéré par rapport aux solutions qu'on utilise. Or aujourd'hui, vous, moi, quasiment n'importe qui peut créer une solution digitale en santé dans son garage. Il en existe aujourd'hui 350 000 sur les stores, seulement 3% sont labellisés, dont avec un niveau de certification qui est atteint et reconnu. Seulement 3%. Alors vous évoquiez l'exemple de la santé en tout début d'introduction. Vous avez d'autres exemples, vous, à titre personnel, lorsque vous partagez vos données ? On a aujourd'hui, et en tant que CEO, pour moi c'est très important, on a une pression sur le travail de plus en plus forte, avec un corollaire qui est l'explosion des burn-out. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire de l'analyse de comportement de consommation digitale. Donc aujourd'hui, on peut recevoir un rapport qui regarde votre temps d'exposition au digital, les heures auxquelles vous travaillez, le nombre de messages que vous traitez. Et donc, peu d'entreprises utilisent, au niveau de la gestion des ressources humaines, ce genre d'éléments. Alors que quelque part, quand un commercial commence à prendre ses mails 5 fois sur la nuit, coupe son sommeil en petits épisodes, il n'arrive plus à se reposer. Et ce sont des signes qui montrent le début du burn-out. Donc je pense que certains systèmes, notamment dans le domaine de la santé mentale, pourraient commencer à intégrer ces éléments et aller plus vers de la prévention et moins vers du traitement. C'est passionnant. Thierry Vermeeren, est-ce que vous êtes prêt pour notre deuxième dilemme ? Avec plaisir. C'est parti, et c'est très simple comme choix. Est-ce que vous préférez un écosystème collaboratif ou un écosystème compétitif ? Collaboratif. Et pour quelles raisons ? Alors, dans le domaine de la santé, on touche quelque chose qui nous est propre à chacun d'entre nous, c'est la santé, le bien vivre, le bien-être. Et donc ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on échange des pratiques, on échange des informations, on collabore. On a créé d'ailleurs, avec 2 médecins avec lesquels je travaille depuis des années, la communauté du patient numérique, dont l'objectif était de créer une littératie en santé numérique pour arriver quelque part à partager, à co-créer du savoir. Et donc on est dans un secteur qui est le secteur de la vie, dans lequel il faut absolument partager, c'est essentiel. Les écosystèmes compétitifs, ça n'a pas du bon aussi ? C'est pas challengeant ? Alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Effectivement, même entre hôpitaux, il y a de la compétition. Quand on a envie d'augmenter sa patientèle, quand on a envie d'augmenter son image, et c'est pas vous qu'il faut le dire, il y a tout un travail derrière à faire. Et donc quelque part, effectivement, il y a une dose de compétition. Il y a des acteurs industriels, nationaux et internationaux qui veulent se positionner. Et donc effectivement, il y a une opposition entre les uns et les autres. Mais je pense qu'elle peut être constructive si c'est au bénéfice de l'individu, du patient, plutôt que simplement sur base d'une confrontation purement économique. Parce que de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un secteur de la vie. Et on ne peut pas le prendre à la légère comme un autre secteur économique. Bien sûr. Et dans les deux cas, écosystème collaboratif ou compétitif, quels sont les pièges à déjouer ? Alors dans la partie collaborative, je pense que c'est la tolérance le plus grand piège. On est souvent face à des gens qu'on connaît, avec lesquels on a l'habitude de travailler, voire des produits qu'on consomme déjà, qu'on utilise déjà. Et donc je pense que c'est essentiel de rester toujours vigilant et de ne pas tolérer des choses qui sont à moitié réalisées, à moitié bien faites, à moitié sécurisées. Donc je pense que la tolérance est probablement le plus grand piège. Dans les systèmes compétitifs, on a une pression économique souvent plus forte et donc on a des produits souvent moins mûrs. Et donc les sociétés technologiques aiment bien mettre sur le marché des produits rapidement, quitte à baisser un peu le niveau de qualité. Et je pense qu'il faut être très attentif sur la qualité du produit délivré, de manière à être sûr qu'il soit en phase avec les besoins. Et pas simplement qu'on se laisse promettre quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, comme on voit malheureusement très souvent dans le domaine de la technologie. Dans quelle mesure voyez-vous un avantage à participer à ces nouveaux écosystèmes plutôt que de vous différencier notamment par rapport à la concurrence ? Je pense que la collaboration, c'est un point essentiel dans ces écosystèmes naissants, parce qu'ils sont immatures, de la même manière que les hôpitaux sont assez immatures dans l'utilisation de ces technologies, dans la capacité de l'intégrer dans leur métier. Et donc ce n'est qu'à partir du moment où on arrive à un consensus assez large,
où on peut co-créer des pratiques, qu'on arrive à travailler de manière différente. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons créé, il y a maintenant une dizaine d'années, la communauté du patient numérique. On a 65 hôpitaux, une trentaine d'entreprises technologiques, parce qu'on veut co-créer les savoirs de demain. Et pour faire ça, il faut travailler ensemble. On ne peut pas travailler de manière opposée. Il faut qu'on arrive à co-créer un socle de pratiques que tout le monde peut utiliser, à la fois dans le côté industriel du secteur et dans le côté de soins également. Et justement, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que toutes les entreprises jouent le jeu ? Alors c'est une excellente question et ça pourrait être très vaste. Donc effectivement, il y a des entreprises qui ont compris l'intérêt de se rapprocher de la pratique professionnelle, de se rapprocher du monde médical. D'autres ont compris aussi l'intérêt de se rapprocher des patients. Et donc on voit qu'il y a une partie de l'industrie qui a bien compris l'intérêt d'aller directement à la source du besoin. À l'inverse, il y a des entreprises de type, on va dire, un peu plus monopolistique qui veulent venir avec des solutions clés sur porte qui vont vous imposer et vous n'aurez pas le choix ensuite de faire évoluer. C'est vraiment deux philosophies d'entreprise très différentes, mais on trouve aujourd'hui les deux sur le secteur au niveau international très certainement. Et selon vous, Thierry, quel écosystème constitue un bon exemple ? Alors les exemples sont nombreux, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'exemple de Yuka. Yuka, c'est une application qui permet d'analyser la composante de la nourriture. Et donc aujourd'hui, on est dans un domaine qui n'existe pas à l'hôpital, qui est le domaine de la prévention, puisque le métier de l'hôpital, c'est le diagnostic et le traitement. Et donc ça donne accès à la population à des outils qui vous permettent d'avoir un avis sur votre consommation alimentaire. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un élément vertueux, puisque quelque part, il permet de consommer mieux et d'aller vers moins de problèmes de santé par la suite. Pour moi, ce sont vraiment ce genre d'éléments qu'il faut pousser. Et serait-il possible que les écosystèmes soient freinés par ce qu'on pourrait appeler des égosystèmes ? Alors de nouveau, c'est une très bonne question, bien sûr. Là où, un peu comme un instituteur était la personne importante du village du 19e siècle, dans le domaine de la santé, la figure du médecin reste la personne centrale. À partir du moment où des patients viennent parfois éduqués, parfois bien éduqués, après avoir googlé une maladie sur Internet, ils viennent avec une parcelle d'informations, pas toujours correcte. Et donc effectivement, il y a un choc d'ego entre des sachants, des gens qui ont appris, surtout dans le domaine du vivant, à s'imposer, et puis d'autres personnes qui viennent avec des paramètres pris par un objet connecté quel qu'il soit, une information glanée sur le net. Et donc c'est vraiment un choc de culture sur lequel il va falloir travailler pour que de l'ego, on passe à la collaboration. Une dernière question peut-être, face à toutes ces incertitudes, ce monde qui change en permanence, vous êtes plutôt en faveur de l'émergence ou de la multiplication des écosystèmes collaboratifs ? Alors, j'ai un avis un peu réservé sur la question. Donc oui, je suis pour l'émergence d'écosystèmes qui collaborent. Pour moi, c'est essentiel. Par contre, je suis aussi pour la labellisation des solutions en santé. Trop de gens aujourd'hui mettent sur le marché des solutions qui ne sont pas de qualité médicale renommée. Donc moi, je suis pour véritablement analyser le potentiel scientifique de ces solutions, exactement comme on le fait dans le domaine de la pharma. Quand on vous donne un médicament, il est passé, ou un vaccin plus récemment avec le Covid, il est passé à travers une foultitude d'examens, les uns plus compliqués que les autres. Les brevets, voilà. Les labels, exactement. etc. Et on enchaîne avec le troisième dilemme, Thierry. Vous avez le choix cette fois entre deux propositions. Construire des écosystèmes à partir d'organisations comme les hôpitaux, les pouvoirs publics, les entreprises, ou alors construire des écosystèmes à partir d'individus, des citoyens, des patients, des clients. Que choisissez-vous ? Je vais choisir la deuxième option. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'aime assez bien l'idée de laisser du choix aux individus de pouvoir se positionner par rapport à des développements technologiques. Alors c'est vrai qu'il y a un socle qui est à l'hôpital et qui restera et qui est là depuis toujours. L'hôpital d'aujourd'hui, c'est l'hôpital du Moyen-Âge en moderne, mais ça reste quand même 4 murs avec des lits au centre. Donc je suis pour l'émergence de cet écosystème qui va permettre aux patients de s'agréger dans des communautés, de commencer à réfléchir et de se dire voilà mon besoin tel que moi je le vis et pas spécialement comment quelqu'un va me l'apporter. Donc je suis vraiment pour cette ouverture et aussi pour le choc des cultures que ça va entraîner. À partir du moment où on vient avec des systèmes extérieurs, on vient choquer les systèmes qui sont un peu corporate, un peu assis, un peu existants. Et l'hôpital est un bel exemple d'un endroit qui est difficile d'évoluer. Et donc, il faut un peu le choquer, il faut un peu le bouger pour qu'il accepte soudainement à se remettre en question. Et je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans le problème. Est-ce que vous avez un autre exemple qui prouve cette efficacité ? Ah oui, j'en ai pas mal, mais je vais prendre un exemple qui montre qu'il y a vraiment un choc culturel important, le domaine de la prévention. L'hôpital n'a pas dans ses missions de problème de prévention. Il s'occupe de soins. Et d'ailleurs, en Belgique, 95% des frais de la sécurité sociale sont portés vers le soin et seulement 5% vers la prévention.
Aujourd'hui, on a des initiatives comme par exemple Yuka dans le domaine de l'alimentation qui permet d'avoir sur son téléphone un outil qui analyse les composants les composants alimentaires de ce qu'on va manger. Et donc voilà un exemple où des citoyens ont décidé de s'investir dans la prévention qui est en dehors du champ hospitalier sur des outils maîtrisés de qualité scientifique qui permettent vraiment d'avoir un différentiel en matière de santé. Voilà un exemple simple. Et comment est-ce qu'on intègre autant d'entreprises ou autant d'individus dans ce genre de plateforme ? Alors aujourd'hui, ça c'est le vrai défi. On est un peu dans le Far West de la santé digitale. Ça veut dire chacun, vous, moi, n'importe qui, dans un garage, on est justement dans un garage ici, pourrait décider de faire une application de santé. Il y en a 325 000, 3% certifiés. 325 000 ? Oui. Et on peut dire aussi un autre chiffre qui peut être intéressant, sur 100% d'applications, 6 mois plus tard, 5% sont seulement encore utilisés. Ça veut dire 95% sont passés au cimetière. Et donc on a une perte d'énergie et d'économie extrêmement importante. Et donc moi, pour travailler ou pour améliorer la situation, ce qu'on a décidé de faire, c'est créer une labellisation, une méthodologie de labellisation des solutions en santé qui s'appelle 150 nuances d'e-santé, qu'on a développé dans le patient numérique, dont l'objectif c'est de mesurer le potentiel de disruption de ces technologies, donc l'impact qu'elles peuvent avoir sur des processus et des méthodes de soins. Et donc on pourra, de cette manière-là, on peut mesurer l'évolution de la pratique professionnelle par la technologie et pas simplement avoir une technologie dont on sait qu'elle sera obsolète quelques mois plus tard. Bon, alors, j'imagine qu'il est aussi question de moyens, et les moyens ne sont pas illimités, notamment dans le secteur public. Bien sûr, on aura toujours une limite de moyens, mais on est dans un pays, même au sein de l'Europe, dans un endroit privilégié dans le monde, où on sait qu'on a accès à des technologies de santé et à du soin et des gens éduqués extrêmement importants. Et donc, on ne part pas avec un passif, on part avec un actif. Simplement, on sait aujourd'hui que les moyens de l'État sont ce qu'ils sont, ils vont en diminuant, il faut trouver des solutions. Et je pense que quelque part, plutôt que d'aller vers une rationalisation à l'économique bête et brutale, si on utilise correctement les technologies, on arrivera à augmenter la pratique par la technologie plutôt que la remplacer. Donc moi, je ne crois pas du tout à la technologie qui remplace le soignant. Au contraire, elle va simplement le renforcer dans sa pratique. Et ça veut dire qu'au niveau des investissements, il faut réfléchir où on met l'argent, de manière à en sortir un bénéfice maximum pour le soignant et pour le patient. Permettez-moi encore une question. On a beaucoup parlé de santé. Quel regard, Thierry Vermeeren, vous portez sur les écosystèmes dans d'autres secteurs ? Moi, je suis vraiment un partisan des écosystèmes. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à créer une culture commune, à avoir des points d'analyse sociologique qui vous rapprochent, on arrive à construire les choses. À partir du moment où on veut ségréguer les individus, on sait ce que ça a donné dans l'histoire, on n'est jamais gagnant. Et donc je pense que les communautés, c'est vraiment des éléments qui permettent d'incuber des technologies, que ce soit le secteur de la santé ou un autre secteur. Je pense que c'est vraiment une approche extrêmement riche. C'était votre dernier dilemme, Thierry Vermeeren. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cet éclairage avec nous. C'était inspirant, c'était passionnant. Vous voulez en savoir davantage sur les écosystèmes. Le prochain arrêt avec Thierry Vermeeren est à découvrir sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur cet écran. On poursuit notre voyage consacré aux écosystèmes dans un environnement technologique en constante évolution. C'est ce qui nous amène et c'est ce qui nous permet d'avancer ensemble dans un digital flow positif. Comment utiliser la technologie pour créer des écosystèmes efficaces ? Ces questions, nous les abordons avec Laurence Mathieu, Chief Operations Officer d'Inetum Belgique. Bonjour Laurence. Bonjour Hakima. Quelques questions pour vous. La première, comment la technologie peut-elle faciliter l'émergence et le succès des écosystèmes ? En fait, la technologie va donner aux écosystèmes à la fois les outils d'accès aux données structurées qui leur sont nécessaires, mais va également leur permettre de communiquer ces données entre eux et avec les différents intervenants de manière sécurisée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Oui, bien sûr. Nous avons, il y a à peu près 1 an, mis en place ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, la plateforme EasyMe, justement pour la FETNOT, la Fédération des notaires de Belgique. Et cette plateforme numérique permet en fait à cette fédération de donner accès à des documents ou à des données sensibles à tout un chacun de manière gratuite et de manière sécurisée, puisque l'accès se fait via une clé numérique, justement, d'où la comparaison avec un coffre-fort. Merci beaucoup Laurence pour cet éclairage.
Revenons un instant sur l'échange que nous avons eu avec notre invité, Thierry Vermeuren, échange consacré aux écosystèmes. Parmi les enseignements, retenons qu'il est important de mesurer l'efficacité et la qualité d'un écosystème afin de le faire évoluer. Surtout, ne jamais se reposer sur ses acquis. Retrouvez l'intégralité de cet échange sur notre site internet. L'adresse s'affiche sur votre écran.